Salut Francis. Voilà. Salut Lise. Et Aude. Bonjour Aude. Bonjour Rodolphe. Ça fait plaisir de voir du monde. On va essayer de vous emmener en Angleterre aujourd'hui. Ouais, petit voyage. C'est pas facile d'y aller tous les jours. Et puis on refera un retail tour sûrement au printemps ailleurs. Salut Ludo. Bonjour Fanny. Bon. On va attaquer ? Oui, on va attaquer. Je vais lancer tout ça, notre 1 heure de réflexion autour de ce que nous avons pu apprendre à Londres. Pour nous représenter, nous sommes Sébastien Tourné et Sandra Bonisse-Charon. Je dirige l'agence Cross. Nombre d'entre vous connaissent notre agence. Notre existence depuis 1994 est dédiée à l'expertise retail, à la performance des marques et des enseignes. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler particulièrement de nous, mais de ce que nous avons pu voir. Et c'est notre mission d'aller essayer d'observer un maximum de bonnes pratiques, de les décoder et de voir ce que l'on peut en tirer dans l'évolution des enseignes et des marques en France et dans le monde entier. Alors une question, est-ce qu'on enregistre notre intervention ? Je crois que nous tentons de l'enregistrer. Je n'ai pas de garantie là tout de suite, mais en général, on y arrive. Comment ça s'est passé nos jours ? Par où sommes-nous passés, Sandra ? On a fait 3 jours de retail tour entre experts. On le fera demain avec vous, si ça vous intéresse. On va ouvrir nos retail tours à nos clients ou en tout cas aux experts connexes intéressés. Mais là, on est partis que tous les 3 experts de l'agence pendant 3 jours et on a visité à peu près 50 enseignes. Donc, on n'a pas chômé de tout ce qui, principalement, et nous intéressait sur Londres, et parce que sachant quand même que c'est des masterpieces en termes de retail, les anglo-saxons, il faut quand même être honnête. Donc, on a visité notamment Amazon Fresh, mais tout ce qui est Holland et Barrett, Peloton, Walmart, Edenison, etc. On va vous en parler. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet de fond sur lequel on a voulu travailler, c'est la relation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les enseignes, les marques, travaillent sur de nombreux médias pour développer de la performance, mais avec la montée du web et cette volatilité, cette, on va dire, infidélité parfois des shoppers, le point de contact magasin n'est pas toujours rentable immédiatement. Et l'idée, c'est que chaque point de contact, chaque point de rencontre entre les marques et les shoppers doit créer une relation qui va non seulement durer, parce que le shopper va nous rencontrer sur différents médias pour nous acheter à un moment ou un autre, mais c'est immédiatement, instantanément, à chaque fois qu'on se rencontre, cette relation doit être construite, doit être nourrie. Parce que les concurrents sont toujours plus puissants, il y a toujours du mieux-disant dans l'offre du jour, et donc la relation à moyen long terme est fondamentale dans tout ce que nous faisons dans le retail. L'idée de base, si on doit la résumer, on aime bien avoir des petits pictos, on est consultants dans l'âme quand même, donc on se refait pas. L'idée de base, c'est de passer du shopper au client et du client au lover, c'est-à-dire à l'espèce de relation indéfectible, définitive, idéalement même d'ailleurs, entre le client et la marque ou le client et l'enseigne. Il faut vraiment construire cette relation, l'imaginer en tout cas différemment demain, pour créer de la préférence durable. Alors, pourquoi est-ce qu'on va décrypter à l'extérieur ? On aurait très bien pu faire ça en France, hein. Mais en fait, non seulement les Anglais sont souvent un petit peu plus avancés dans les tentatives retail et ils osent plus, mais en plus on s'est rendu compte que quand on allait s'immerger dans un autre univers, eh bien on voyait des choses qu'on ne voit pas aussi bien lorsqu'on reste chez nous. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le fait d'aller voir et décrypter des concepts, le but n'est absolument pas de vous dire ça c'est bien, il faut faire copier-coller, mais d'aller voir quelle est l'intention de la marque. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire ?
comment est-ce qu'elle va créer cette relation et sa préférence client en allant développer des bonnes pratiques particulières et en théorisant ces bonnes pratiques, voir comment est-ce que chacun de vous, dans son enseigne, dans sa marque, peut essayer de les réappliquer. Et ce qu'on comprend en règle générale aussi quand on fait des visites magasins, c'est que le décryptage de la visite, du scénario et de ce qu'on vit en magasin est hyper révélateur des intentions stratégiques de la marque ou de l'enseigne. Donc c'est un sujet un peu d'école et il faut que vous y fassiez d'autant plus attention. C'est-à-dire qu'effectivement tous les signaux stratégiques se retrouvent et se comprennent. Alors pour un expert c'est facile, mais pour un conso aussi, pas croire, les consommateurs ils sont de plus en plus experts de la relation que vous créez avec eux. Alors cette relation in-store, en magasin, comment est-ce qu'on la crée? Tu veux en parler au premier? Allez, je t'en prie, vas-y. Et là, on est chez, vous connaissez, c'est sûr même d'ailleurs. Si vous avez été à Londres, vous êtes allé chez Hamleys, le grand magasin de jouets du plein cœur de Londres, et qui a cette espèce de modèle, de format de battleur sur tous les étages du magasin et à chaque segment du magasin. Et au final, donc on a cette photo-là. Toutes les photos sont nos photos, évidemment, qu'on a vécues en live avec eux. Et qu'est-ce qui est plus fort que cette relation one-to-one? C'est-à-dire qu'on a le battleur, entre guillemets, l'animateur, avec le client. Et on voit bien qu'il se passe quelque chose entre les deux. Vous avez le battleur qui fait la démonstration, le client qui est, pour l'instant, encore petit client, on est prescripteur néanmoins, et qui demain emmènera ses enfants. Et après-demain, ça a été notre cas quand on était petit. Eh ben, moi, j'y suis allé en 1981 la première fois. Tout à fait, moi aussi. J'ai été déjà pas très grand, mais je m'en souviens encore. Et même si ça a dû évoluer très fortement, il y a une ADN qui reste dans la relation dans ce magasin. En fait, il se passe toujours quelque chose volontairement. Et donc, le travail qui est fait auprès du personnel, notamment, on sent qu'ils sont motivés à jouer et non pas à essayer de vendre, mais bien à faire participer, à créer cette expérience de visite pour que l'univers des produits soit vraiment vécu par le visiteur. C'est ça. C'est qu'en fait, ils jouent pas sur l'effet waouh, les digitales, enfin voilà, ou le mapping, ou toutes les nouvelles technologies qui peuvent être très intéressantes au demeurant, mais eux, leur cœur de stratégie, c'est vraiment la relation one-to-one. Et ça marche formidablement bien. Ça remet au cœur aussi du sujet le staff in-store. Puis alors donc ça peut être du one-to-one, mais ça peut être aussi faire vivre une tribu. Là, on est dans le Nike Town d'Oxford Street, et on voit bien que c'est presque une ville. En réalité, le Nike Town, il est extrêmement bien nommé. C'est-à-dire qu'on pourrait être là, si on fait un espèce de screenshot en coupant le haut et le bas, dans une rue, dans une cité, de gens adeptes qui viennent vivre l'expérience tous ensemble. C'est pour ça qu'on parle de tribu. Là on est sur du groupe IRT, qui viennent vivre tous ensemble l'expérience au sein du Nike Town. Et notamment, ils ont un gros travail auprès des enfants parce que on sait très bien qu'on va recruter nos futurs sportifs en leur faisant vivre quelque chose. Et les premières marques sur lesquelles on s'abonne par plaisir lorsqu'on a des premières expériences fortes en sport, on va les garder dans notre cœur une grande partie de notre vie, à condition que le produit ensuite reste au niveau. Mais il va y avoir un attachement qui va se créer grâce à cette expérience. Et ben ils sont pas fous, évidemment, ils font travailler la famille ensemble, prendre du plaisir ensemble, vivre quelque chose. Là, c'est vraiment le côté tribal qui est intéressant aussi. Donc, on peut, en fonction de sa stratégie de marque ou de sa stratégie d'enseigne, adresser tout ou partie de la tribu. Mais là, eux, ils la globalisent. C'est la famille, c'est les groupes d'ados, c'est voilà. Et alors, ce qu'ils font très très bien aussi, ce Nike Town, il est toujours très intéressant à zoomer, c'est qu'ils travaillent sur la personnalisation. Ça fait partie évidemment très fort de la relation aujourd'hui, sur la personnalisation, mais la personnalisation, elle est accompagnée. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, encore une fois, devant son écran, à essayer de choisir ses lacets, ses couleurs de choses, etc. Là, on est sur des ateliers où on va dessiner la chaussure, et c'est intermédié, c'est médiatisé par du personnel de Nike qui va vous aider, qui va vous aider dans vos gestes, mais aussi dans vos intentions créatives. Donc cette personnalisation accompagnée, j'insiste sur le mot accompagnée, elle est très forte. Elle n'est pas alibi, voilà, la personnalisation. C'est pas pour faire plus de business ou pour dire juste je fais de la personnalisation parce que c'est dans l'air du temps. Non, elle est vraiment intermédiaire.
Et puis on peut aussi. Et oui, c'est la communauté locale aussi, parce que, et ça c'est très intéressant de voir que ces magasins qui sont des chaînes très standardisées retravaillent des espaces de lien avec leurs consommateurs locaux. Et pour revenir, et ce sera sans doute le lien avec une prochaine conférence qu'on fera prochainement sur de la proximité, parce que finalement, cette recherche de proximité, on la trouve aussi dans le fait qu'on va pouvoir personnaliser notre expérience et notre lien avec le magasin, notre magasin de quartier. Et donc là, ils poussent leurs consommateurs, ceux qui courent, à faire des commentaires et à eux-mêmes expliquer, comme si c'était sur un réseau social, mais ce réseau social redevient matériel. Et ils ont réussi à le faire fonctionner suffisamment pour que les coureurs du coin viennent donner leur avis sur les différentes marques de chaussures ou modèles de chaussures qu'ils ont essayés. Et ça sert évidemment de conseil pour les prochains consommateurs du coin. Et c'est pas uniquement l'avis du vendeur ou la publicité de la marque, c'est bien les utilisateurs qui partagent leur expérience auprès de leur communauté. Donc c'est hyper vertueux, vous voyez le sujet. C'est-à-dire que la marque s'impose un peu comme au cœur du client sur sa pratique, elle intermédie sa relation avec son client et elle intermédie les relations des clients entre eux. C'est aussi adopter les codes de ses clients quand on est en relation. Ah, oui, c'est sûr que on a des clients qui sont de plus en plus des tribus. C'est une tendance d'appartenance à un code. Et évidemment, quand je cible une enseigne, quand je suis une enseigne qui cible en particulier une de ces tribus ou une de ces pratiques, eh bien, je vais travailler dans mon lieu pour apporter ces codes clients. Ça veut dire que au-delà des codes de ma marque, c'est la marque qui prend les codes de ses consommateurs. Et ça, c'est assez fort. C'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut être en permanence en veille et en capacité de changer ses codes dans son identité de lieu. C'est pas facile à faire, mais ça vaut le coup parce que ça veut dire que je vais fidéliser, que je vais toujours être surfer sur ces tendances de consommation. Là, on voit The Joy of Cycling, c'est chez Luke McMahon à Londres aussi. C'est une enseigne qui vend tout autour du cycle, si vous voulez. Et dans ces points de contact clients qui sont au-delà du point de vente, dans ces points de contact, on retrouve des ateliers de réparation, on retrouve évidemment du LS autour du vélo, mais il y a aussi des petits bars. Voilà, donc on est dans des lieux de vie, finalement, des bassins de vie autour du cycling. Et vous voyez ce qu'ils adressent comme type de message. Clairement, c'est adressé aux hipsters de la city. Là, on est sur celui de la city, du Luke McMahon à la city, mais globalement, c'est leur cible client. C'est des gens qui ont les moyens et qui sont tout à fait dans cette tendance d'utilisation du vélo. Et c'est hyper important de réussir à comprendre son client. Grosso modo, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est comprendre son client. On va essayer de mettre en preuve notre bénéfice. C'est-à-dire que, vous savez qu'on propose des promesses à nos clients en permanence. Notre marque, elle promet des choses. Et promettre, c'est bien, ça permet de faire venir, mais il va falloir expliquer comment ce bénéfice client va se réaliser. Et c'est au moment de l'acte d'achat, au plus proche du shopper, qu'on a la possibilité de le faire. Et plus on arrive à le prouver, ce bénéfice, plus on va créer cette relation, d'abord tout de suite. Et puis, en fait, lorsqu'on a réalisé lorsqu'on a prouvé ce qu'on avait promis, a priori, on a fait un contrat très satisfaisant pour notre shopper. C'est comme en amour. Et oui, c'est ça. Donc là, par exemple, chez Aldi, à Londres, je trouve ça génial, moi, d'oser dire, est-ce qu'il y en a un en France qui le fait? Non. Oui. Peut-être dans la com, peut-être dans la pub, et encore. Là, ils sont en magasin. Et sur les premiers mètres, où ils ont un peu décidé de mettre, si vous voulez, leur best offre prix du moment, voilà, avec des gros volumes, etc. Ils disent « Bienvenue dans la maison où on a des prix extraordinaires », en gros. C'est un message qui est extrêmement fort, d'abord parce qu'il est couplé justement avec cette mise en preuve, c'est-à-dire qu'on a l'offre volumique et à prix défiant toute concurrence, mais aussi parce qu'il le revendique. Il y a une fierté à revendiquer ça. Un truc qu'on n'ose pas faire, nous, en France. On n'est pas fiers de nos promesses. Le seul qui l'a fait pendant très longtemps et qui continue à le faire, c'est Leclerc, et qui le tient relativement bien. Et c'est une des raisons de son succès. Mais
on n'a pas assez de franchise parfois dans le message qu'on veut faire passer, parce que on se dit toujours, oui, mais si je passe ce message qui est trop anglais dans un certain sens, je vais me priver d'autres types de consommateurs. Eh bien non, je crois que le consommateur aujourd'hui, il a envie d'entendre un parti pris fort de la part des marques, et il faut être capable de le dire haut et fort et de le prouver derrière. Il faut être fier de ces partis pris. Est-ce que ça sous-entend plus globalement, et moi c'est un peu ce que je vois sur la stratégie de marque depuis quelques années, c'est surtout qu'il faut l'avoir construit, ce parti pris, cette stratégie. C'est-à-dire qu'eux, ils partent de ça au UK, ils partent de leur stratégie pour descendre. Nous, globalement, la stratégie, elle est rarement bien définie, les partis pris sont rarement bien pris en compte, ou l'alignement stratégique est rarement bien fait au niveau de la direction, ce qui fait qu'effectivement, on a du mal après à énerver l'ensemble des messages et des supports clients. Là, ils le font magnifiquement, et on vous engage à le faire aussi, à être fier de votre stratégie et d'en parler en magasin à vos consommateurs. Et puis après, on peut le travailler carrément dans le point de vente. Et le travailler dans le point de vente, c'est aussi rappeler des choses à hauteur des yeux, et pas des communications, vous savez, qui vont pas nous gêner, qui vont pas nous empêcher de mettre des produits, des communications qui sont à 3 mètres de haut et qui servent à rien. Non, on va se rapprocher de notre parcours client, et on va lui redire au fur et à mesure, rappelle-toi, je t'ai promis quelque chose et je le fais. Et je le fais, regarde, c'est ici que je le fais. Tu vas avoir dans cette allée, dans cette gondole, des prix très bas, et c'est bien là que je te le montre. Et les mots, c'est important, parce que lorsqu'on fait une tête de gondole avec des produits avec un prix, est-ce que je me rappelle immédiatement quel était le prix habituel, est-ce que le prix barré est réel, etc. Je m'en rends pas toujours compte, sauf si je comptais acheter ce produit aujourd'hui. Mais affirmer bien plus fortement et dans le parcours et à hauteur des yeux le pourquoi et le comment je le fais, ça rappelle ma promesse et que je tiens à cette promesse. Et puis faciliter réellement la vie de son client, si on veut. On est toujours sur l'attachement et la création de préférences. Donc il faut faciliter réellement la vie de son client. Ça, c'est aussi une histoire de stratégie. Là, encore une fois, ce qu'on voit en magasin, c'est de la stratégie qui se pense en amont. Et par exemple, là, je ne sais plus chez qui on est. Je crois que c'est peut-être Amazon. Non, c'est Marks & Spencer. C'est Marks & Spencer, peut-être. Où ils ont imaginé du dîner pour 2, dîner pour 1. Mais c'est tellement intelligent dans le snacking. Oui, mais ce n'est pas la même segmentation que celle traditionnellement utilisée. Mais c'est un parti pris. Ils se sont rendus compte que la majorité des clients soit mangeaient seuls, soit mangeaient deux dans cette catégorie, et que plutôt que de partir sur un ingrédient, une marque, un format industriel, une façon de fabriquer le produit, non, ou même un grammage, parce qu'au final, c'est sans doute une histoire de grammage, mais plutôt que de parler en grammage, en petit, moyen, gros, c'est vous êtes seul ou vous êtes à deux. Et j'essaie de rentrer dans le mode de consommation et le mode de vie de mes clients cibles pour leur apporter, pour leur montrer que je parle pour eux et pour leur usage. Et ça, le client, il le comprend. À 2 enseignes égales, avec le même produit, il va comprendre qu'il y a une enseigne qui a fait l'effort de rentrer dans ses usages, dans ses modes de vie. Et donc, il y aura de la préférence. Et alors, on va jusqu'au bout, là, c'est dans le mode de vie, c'est-à-dire que là, l'enseigne, qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Eh bien, il y a beaucoup de mes consommateurs qui vont passer chez moi faire quelques petites courses avant de faire le dîner à la maison. Là, je vais leur proposer une offre dîner pour la famille, pour 15 livres. Eh bien, tu prends 3 produits ou 4 produits, et il y a une règle du jeu à l'intérieur. Eh bien, tu assembles ton dîner comme tu le souhaites. Et donc, j'ai fait une sélection de produits et de marques à proposer dans ce pack Dine-In. Ce ne sont pas les marques qui font une promo, c'est pas la marque A qui fait sa tête de gondole promotionnelle pendant un certain temps, c'est bien l'enseigne qui assemble des éléments pour proposer un pack libre pour le consommateur. Et le consommateur n'avait pas pensé que, tiens, il pourrait, pour 15 livres, eh bien, faire le dîner du soir. La promesse, elle est forte. Et là, c'est vraiment engageant, et ça veut dire que l'enseigne, elle doit en permanence nourrir son contenu et le renouveler tous les jours, toutes les semaines, selon son rythme, en magasin, et pour que les consommateurs qui viennent au quotidien dans ce point de vente trouvent la solution pour dîner à la maison. Donc c'est ça qui est important, c'est du cross-merchandising tactique, au cross-bénéfice. C'est-à-dire que le client, c'est aussi un endroit où on lui dit pour 15 pounds garantie, avec 1, 2, 3 évidemment, mais tu as ton dîner pour 4 personnes.
Et alors, en plus, là où ils étaient encore plus loin, vous verrez sur le record là, du stream, parce que nous, on ne peut pas zoomer malheureusement à l'instant T, mais faites-nous confiance, au milieu, sur la 3e étagère, c'est qu'en plus, ils ont fait, si vous achetez cette offre dine-in de 15 pounds le dîner, on vous offre une location de film sur Amazon Prime, je crois, gratos. Donc le bénéfice, il est total. C'est-à-dire qu'en fait, on a au-delà du dîner, on a même sa soirée pour 15 pounds. Parler du service ? Oui, sur le service, parce que le service, finalement, c'est ce qui va différencier un marchand de produits d'un autre. On le connaît très bien aujourd'hui dans l'électroménager en France, c'est Darty qui a travaillé sur son service depuis toujours et qui est reconnu pour ça. Et si vous prenez la différence entre Darty et n'importe quel autre vendeur d'électroménager, au premier abord, vous vous dites oui, il y a un service supplémentaire. Et là, on le rajoute encore plus fortement dans le point de vente, parce que ce n'est pas qu'une histoire de communication en dehors du point de vente, c'est bien un vécu point de vente, où finalement les bornes de service sont dans le parcours en zone relativement chaude, avant l'accès aux produits, puisque là, on est dans un magasin d'électroménager sur lequel, eh bien, avant même que vous alliez choisir vos produits, vous avez des zones où on vous dit, voilà, vous pouvez faire réparer vos produits, vous pouvez les échanger, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'engagements et vous pouvez avoir les infos tout de suite, être en lien avec un vendeur si vous le souhaitez, ou aller ensuite chercher votre libre-service et choisir vos produits. Donc cette mise en preuve, elle est beaucoup plus rapide dans le parcours et elle affirme quelque chose de différent. C'est, on va dire, une stratégie de rôle de destination sur le service plutôt que sur le produit. Et ça va beaucoup plus loin que juste communiquer. Je le prouve dans mon parcours client. C'est-à-dire que chez Darty, en général, la zone service, SAV, etc., elle est au fond à droite, quand même. Oui. Bon, c'est déjà bien. On n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas un bon service, mais ce qu'on veut dire, c'est que là, au UK, là, le team know-how, notamment, il est au cœur du magasin. Il est ultra visible. Il est en eye-catcher. Et il y a du staff. Là, vous voyez, on vous a juste mis le fond de la zone en photo, mais c'est une borne avec du staff dedans. Donc, c'est vraiment l'incarnation de la posture servicielle de la marque au cœur du magasin et au cœur du parcours client. On va rentrer un peu dans le merchandising, parce que le merchandising, il peut aussi aller plus loin. Il est au service, évidemment, c'est le bras armé de cette stratégie marketing et retail, mais il peut être travaillé avec des détails concrets qui vont un peu plus loin. Et qui crée aussi de la relation. N'oubliez pas notre sujet. Donc le sujet de la relation, c'est assez étrange, hein, parce que c'est pas intuitif. Mais si vous voulez, le fait de faire le merchandising comme un outil de compréhension de l'offre ou du choix, ou d'aide au choix, c'est aussi au service de la relation avec son client. Donc là, par exemple, on est chez Lululemon. C'est une enseigne qui existe quasiment pas. Il y a un petit corner à Paris, mais malheureusement, on n'a pas des grands magasins. L'offre est géniale. C'est un espèce d'Uniqlo basique, mais ultra quali pour tout ce qui est fitness. Et vous voyez comment ils font leur linéaire avec une espèce de décodage de l'offre, comme ça, en expliquant l'ensemble des différences techniques des produits. Et on voit bien que donc le merchandising devient un outil simple et pédagogique pour le client. Le client, qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend qu'on l'aide. C'est ça qu'il se dit. Ils se disent, on m'aide. En tout cas, c'est ce que je me dis moi en tant que client, parce que c'est le premier magasin où j'ai été et où j'ai acheté 99 € mon petit leggings. Je me dis, mais c'est génial ce magasin. 99 €. 99 pounds, pardon. Quand même, ouais, ah oui, non, mais oui, c'est des bons produits. Donné, hein, non, mais c'est-à-dire que c'est un magasin dans lequel je sais que je vais être aidé à faire le bon choix pour moi. Parce que c'est la bonne coupe, ça correspond à ma pratique, ça correspond à mon corps, etc. Donc le merch est vraiment au service de la relation à son conso. Et le seul qui ait travaillé ça en France, c'est Decathlon, mais parce qu'il est dans une pédagogie sportive habituelle et que c'est au cœur de son ADN. Mais sinon, il est très difficile de trouver des rayons qui privilégient cette pédagogie à une masse d'offres. Et parfois, il vaut mieux avoir un peu moins de choix, mais très bien accompagné, de façon très pédagogique, plutôt qu'un choix très large, très profond, non lisible, et dans lequel je ne m'y retrouve pas plus que sur Internet. Souvent, les marques le font sur leur premier prix ou leur basique, ça. Oui. C'est marrant, c'est déprécié, cette idée d'explication de montée en gamme. Voilà.
c'est souvent utilisé, oui, sur les entrées de gamme, en fait, où on va dire, ah, c'est les basiques 2, et on va vous expliquer la différence, voilà. Mais après, alors que ça peut être tout à fait fait sur des produits beaucoup plus qualitatifs, et même globalement sur l'ensemble de l'offre d'une marque ou d'une enseigne. C'est ce genre de stratégie. Et dans le merch, alors du coup, on peut coupler le digital et le réel. Et oui. Et ça marche. Et pourtant, moi, je suis pas fan au départ. Au départ, le digital, et d'ailleurs, le digital en point de vente, pendant pas mal d'années, ça a été la mode d'en mettre partout. Ça a souvent servi à rien parce que ça n'était pas animé correctement ou en lien réel avec l'acte d'achat. Ici, le digital, il est au cœur de l'offre, au cœur du point de vente, et il est très proche du produit. Et le film n'est pas juste un film corporate qui tourne en boucle ou une interaction avec le consommateur. C'est un film qui est dédié à l'offre produit qui est juste en dessous. Donc chaque marque peut faire vivre dans l'enseigne partenaire son explication, et c'est lié directement à une gamme de produits. Ça veut dire une animation très régulière, un changement fréquent, un média qui est vraiment très, très bien travaillé en profondeur, qui est en lien aussi avec le discours des vendeurs, parce que les vendeurs, ils peuvent s'appuyer dessus pour justement stimuler le consommateur, ou le consommateur qui va être arrêté par cette image, ça veut dire qu'on peut susciter son intérêt et le vendeur peut le prendre en main ensuite. Donc, il y a, dans certains cas, le digital, il peut être vraiment très efficace parce qu'il remet ce média de marque, ce lien avec la marque, même à long terme. C'est-à-dire que si j'achète pas aujourd'hui, je vais me souvenir que Adidas c'est tel sportif, que Nike c'est tel sportif que j'adore, et que le jour où je vais devoir avoir envie de racheter un produit, je serai lié avec cette image parce qu'elle m'aura marqué lors de mon expérience de visite, tout simplement. Tu rêves de basket chez Adidas ou pas? Ouais, plus facilement. Ouais. Moi, Plus que le Lululemon. Ah ouais, plus, okay. Ouais. Et c'est aussi une mise en scène, quand on parle de merchandising. Alors là, on pourrait presque être plus proche du visuel merch, mais non, en réalité, c'est vraiment du merch. Une mise en scène qui réenchante l'achat routine. Là, on a trouvé ça extrêmement fort, cette histoire de TG Steak. On aurait pu la faire, on l'imagine tout à fait aujourd'hui. J'ai ça en France. On fait une TG Steak. Voilà, on met du steak avec des gros volumes en bas, familiaux, puis un peu moins, parce que c'est un parti pris, on fait la semaine du bœuf, j'en sais rien. Bon. Ben, là, ils ont fait l'effort d'aller jusqu'au bout et de faire une espèce d'univers un peu country steak qui valorise, qui met vraiment en preuve l'attention principale, et deux, qui va valoriser cette mise en avant de l'offre. Donc ça casse l'achat routine, ça réenchante l'achat routine, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est chiant de faire ses courses en supermarché ou en hyper aujourd'hui. Eux, ils prennent le parti de se dire, oui, on va mettre du budget, oui, on va mettre du jus, oui, on va mettre du sens, mais on va permettre de réenchanter cet achat routine. Moi, je trouve que les Anglais, ils sont quand même redoutables. Oui, et surtout pour avoir travaillé sur ces univers récemment, en France, on reste sur une idée prix, une idée volume, une idée produit en fait non valorisés, alors que ce sont des produits à valeur qui ont énormément qui ont une filière, une traçabilité, qui ont beaucoup de technicité produit, mais qui aussi génèrent du plaisir de gastronomie et de consommation. Et donc il faut les mettre en scène dans ce sens-là. Alors on pourra toujours trouver ça kitsch dans son code, c'est le j'aime pas peut fonctionner, mais en tout cas ça n'est plus un rayon anodin devant lequel on passe en se disant bon ok c'est de la viande. Non. On peut travailler énormément de théâtralisation, même sur des produits très simples. Et c'est aussi vers plus d'expertise et de complicité. Et là, on a trouvé ça rigolo, cette espèce de symbole de citrouille découpée. Alors évidemment, ça leur a pris un petit temps. Évidemment, ça a bousillé une citrouille qui ne sera pas vendue. Mais l'idée de base, elle est tellement forte. C'est-à-dire qu'on va... Je t'en prie. Oui, non, mais en fait, certains le font un peu en France, mais c'est tellement rare parce que on a l'impression, quand on s'occupe d'un rayon de fruits et légumes, le temps disponible pour travailler, il est faible, il est très contraint. Le personnel n'a pas toujours la capacité de s'investir sur ce genre de choses. Et c'est pas toujours bien récompensé parce que ça se mesure pas à court terme dans une augmentation des ventes formidable. Cependant, si vous voulez fidéliser votre client sur votre univers fruits et légumes, même en super ou en hypermarché, il faut lui donner un peu plus de plaisir.
il ne vient pas acheter uniquement son sachet de pommes parce qu'il est moins cher que chez le voisin, mais aussi parce que ça le stimule, ça lui donne envie, ça lui redonne envie de cuisiner certains produits parce que ces produits lui sourient. Là, c'est facile, c'est peut-être plus facile de le faire aujourd'hui avec des courges, des potirons peut-être, c'est ça. Mais on peut le faire toute l'année avec des opérations ratatouille, avec des choux-fleurs, avec énormément de produits, avec un visuel merchandising simple, mais il faut y investir du temps et de la volonté de bien faire. Et de l'idée. En gros, c'est ça, c'est vraiment cette complicité entre vous et le conso. Et puis là, en plus, ils ont fait du cross-merchandising. Ça, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup. C'est un truc de fou. On le voit très, très peu en France. Là, on est allé, pour un de nos clients qui s'appelle Migros en Suisse, que vous connaissez peut-être, visiter les magasins. Eux, ils le font systématiquement sur l'ensemble du parcours client, le cross-merchandising. C'est-à-dire, je donne l'idée. C'est aussi un service, c'est aussi de l'expertise, c'est aussi de la complicité qu'on crée au client, le cross-merchandising. Je donne l'idée à mon client d'association. Et on peut faire aussi du visual merchandising de gestion. Certains produits sont traditionnellement exposés uniquement avec des techniques de gestion, parce qu'on en a beaucoup, on a de la grosse vente, on a de la volumétrie, et puis on a des gestionnaires de rayons qui sont des gestionnaires avant tout, et qui sont, quand on travaille sur de l'épicerie ou sur de l'alimentaire, souvent des gens très carrés, très bien structurés, qui savent faire du business et du merch de segmentation. Alors, faut pas leur demander de mettre de l'émotion dedans. Ils sont pas formés à ça et ils n'ont pas d'indicateur de performance autour de ça. Et pourtant, on peut y penser aussi. On peut peut-être redonner du plaisir. On pourrait imaginer des rayons de sandwich avec des alternances colorielles. On pourrait imaginer de nombreux produits dans lesquels, on pourrait passer d'un merchandising de gestion à un merchandising de gestion plus séduction. Là, on le voit sur le saucisson, ça fonctionne très bien. Oui. Le vrac, oui. Pourquoi pas? Et pourquoi pas oser du vrac saucisson? Pourquoi pas aussi le stariser, entre guillemets, avec un éclairage différent? Enfin, c'est vraiment une autre manière de penser le merch. Essayer de casser les codes, en gros, du merch d'aujourd'hui, pour essayer de réinventer aussi ce sujet-là. Oui, c'est pas parce que c'est un produit qui n'est pas forcément un produit haut de gamme, bien que le saucisson soit pas un produit pas cher quand même, mais ce genre de visual merchandising, on le voit que dans les grands magasins, la grande épicerie, etc., parce qu'on se dit, ils ont les moyens, ils ont le temps, ils en vendent peut-être moins, mais plus cher. Non, ici, c'est dans une enseigne de supermarché de proxy en centre-ville, et on peut très bien travailler des codes qui font plaisir aux gens dans des endroits où le produit n'est pas cher, dans le quotidien, pour cette relation. C'est aussi la fin des vitrines traditionnelles quand on parle de merch et des visual merch. Ce qu'on a observé à Londres, dans beaucoup d'enseignes, c'est qu'il n'y a plus les enseignes, il n'y a plus les vitrines fermées comme des boîtes, voilà, avec cette espèce d'image statutaire on envoie une image de l'enseigne de la marque au client sur le trottoir. Là, les vitrines, elles sont maintenant ouvertes complètement et elles sont même, vous voyez, désaxées. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans le magasin, le client rentre dans la vitrine. Il n'y a plus ces barrières-là. Et elles deviennent aussi sujet ça devient aussi des lieux de vente. C'est-à-dire que c'est souvent associé à des tables, du produit, etc. Ça, c'est hyper intéressant globalement dans la posture et l'opération, la bascule même que sont en train de faire ces enseignes dans leur posture. Elles peuvent travailler aussi le recrutement beaucoup plus facilement parce qu'une vitrine qui a des codes différents, qui vit plus parce qu'on y voit des shoppeuses à l'intérieur qui commencent à manipuler le produit ou des vendeuses en relation, ça attire l'attention vers l'intérieur du point de vente, alors que traditionnellement, les vitrines sont très à plat, sans profondeur, sans relief, sans activité. Et donc, à force, quand on a une rue bien achalandée avec de nombreuses vitrines, on passe devant les unes et les autres sans forcément créer une différenciation. On peut aller casser ces codes, c'est très intéressant pour recruter. Et puis c'est le concept qui est aussi au service de l'offre, le merch. Enfin, quand on parle du merch globalement. Le concept au service de l'offre, c'est-à-dire que quand on conçoit un concept et qu'on veut faire un espèce d'effet visuel merch, par exemple, là en l'occurrence on est chez Lush,
Oui, ils ont fait une espèce de bar à sushi avec leurs produits qui tournent comme ça, comme dans un bar à sushi. C'est un film, je pourrais pas vous le passer, mais vous imaginez des produits qui déroulent. Et on voit que c'est pas alibi là non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil du concept qui va vous permettre de la découverte de l'offre via un module assez rigolo, comme ça, d'animation virtuelle en magasin. Enfin, pas virtuelle d'ailleurs, d'animation physique en magasin, on va y arriver. Donc pensez-y aussi, quand vous avez des intentions dans vos concepts, il faut qu'ils soient au service de l'offre. Là, clairement, c'est au service de la découverte de l'offre. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers ce bar à sushi, de prendre les produits, de les reposer, de jouer avec, etc. C'est aussi... Ouais, on va répondre aux nouvelles attentes. J'interromps un tout petit peu. Je voulais juste savoir si tout le monde était bien, suivait les slides comme nous, parce que je vois qu'il y a un petit décalage entre notre présentation et éventuellement le live de l'autre côté, voir si on est tous aux mêmes pages. Je ne sais pas, j'attends Isalis qui va me répondre dans ce domaine pour voir si entre notre son et notre image, les slides sont en phase. Et là, on va parler de répondre aux nouvelles attentes du consommateur. Si ceux qui sont en live peuvent nous mettre un petit mot dans le chat en disant est-ce que vous êtes bien sur une page 4, répondre aux nouvelles attentes, ça nous permettra de savoir si on est tous en phase et s'il n'y a pas un décalage entre notre son et notre image. Très bien, merci Jean-Thomas. Ok, super, ça veut dire qu'on est bien en live. Merci à tous, c'est adorable. Petits doutes techniques. Ouais, les petits doutes techniques de temps en temps. Merci, Jean. Super, ouais, il y a plein de monde. Bon, top. Merci. Allez, on continue. On continue. Allez, répondons aux nouvelles attentes de nos consommateurs. On va parler d'expertise, ouais. L'expertise, moi, ça m'a beaucoup plu. L'expertise, en fait, déjà, c'est bien d'avoir du staff expert, mais affirmer que ce sont des experts et non pas affirmer que ce sont des vendeurs. Ça change quelque chose quand même de pouvoir dire à notre client mais venez voir nos experts et ils seront là pour vous aider. C'est autre chose que de dire notre personnel, nos collaborateurs, nos vendeurs. Non, vous venez pas parler à des vendeurs, vous venez parler à des experts qui sont des pros des produits, qui sont des pros de votre besoin et de votre usage. Et en valorisant au maximum le personnel, eh bien, on va aider cette relation. Et on refait le lien avec le début, d'ailleurs. Oui, on revient à des choses, hein. Tiens, c'est marrant. Et puis aussi, le fait d'avoir ces codes-là au magasin, qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit que les gens qui bossent dans le magasin, ils se sentent valorisés. Donc c'est important aussi parce que ça travaille sur la motivation de votre staff en interne. C'est pas anodin. Hein. Et oui, et du coup, la relation, on l'a tous vécu, hein, d'être pris en charge par un vendeur motivé ou un vendeur pas motivé. Ça change, voilà. Et puis, alors, des vendeurs pas motivés, on en a quand même beaucoup. Et c'est peut-être pas de leur faute. C'est ça, c'est ça. C'est peut-être pas de leur faute, un peu. Parce que, bon, déjà, ils sont pas tous très bien payés. Ils sont pas tous très bien managés. Et ils sont pas tous très bien valorisés comme des gens indispensables. On leur dit tous, oui, de toute façon, tu vends. Et puis, si tu vends pas, c'est pas grave. Et puis, il faut que tu fasses tes heures. Et puis limite, sur Internet, le consommateur, il peut trouver aussi bien, voire mieux que ce que tu vas lui raconter parce qu'on n'a pas pris le temps de te former. C'est triste. C'est triste à mourir. Stratégiquement, c'est un vrai sujet qu'il faut que vous travailliez tous. C'est vraiment de réussir à... donc il y en a deux, hein, en réalité, via cette image-là. C'est pouvoir redonner de la valorisation à votre staff et deux, la prouver à votre conso. On travaille d'ailleurs avec une enseigne de jardinerie qui a des progrès à faire, mais qui est très intelligente sur un domaine, c'est que ces vendeurs, ils adorent l'enseigne. Oui. Ils adorent l'enseigne. C'est vraiment pas les mieux payés du monde. Mais alors, qu'est-ce qu'ils aiment leur enseigne? Et du coup, ça se sent dans la relation. N'importe quel client qui rentre dans cette enseigne, quand il pose une question, mais le vendeur, même s'il n'a pas la réponse, il va trouver. C'est pas son rayon, c'est pas grave. Il va trouver quelqu'un, il va l'emmener, C'est extraordinaire cette relation parce qu'elle existe depuis très longtemps. Complètement. Dans cette enseigne. Et demain, ils ont décidé, on les accompagne, mais ils ont décidé aussi de pouvoir marquer cette relation du coup via des messages que feront les équipes en local adressés à leurs consos. C'est super intéressant. Le sujet de l'humain au cœur du retail demain, il est prépondérant.
Bah oui, parce que sinon on va sur Internet. Hein. Ça sert à rien. Si on n'a pas de relation avec des gens, alors il y a la relation avec le lieu, avec la marque, mais les gens, c'est au cœur du commerce quand même. Et dans les nouvelles attentes, on a aussi, vous savez très bien, hein, on est tous pareils. Et je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui dira le contraire. Intéressé par tout ce qui est éco-responsabilité et Save the Planet, eh ben, il y en a qui le font plus ou moins bien. On est encore un peu loin dans le retail. Parfois, c'est des contraintes amenées par les distributeurs, mais c'est très très rare quand même. Il y en a qui le font nativement, et y compris au niveau du départ de la création. Là, on est chez Amazon Fresh, justement, le magasin dont on vous parlait. Donc, ce nouveau modèle de magasin complètement digital. Là, pour le coup, il n'y a pas d'humain. On fait ses courses via une appli. Enfin voilà, il y a même pas d'encaissement en fait. On sort avec ses courses et dans le magasin vous avez été repéré avec les caméras et au final vous recevez votre bill sur votre smartphone et vous avez été enregistré de vos achats. Bon, c'est une espèce de truc un peu dingue qui débarque et qui sûrement va arriver beaucoup plus fort sur les modèles de magasins demain en France aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la base? Et ben, ils ont sur leurs produits qui sont quasiment que des marques propres. Hein, Amazon Fresh en magasin, ils ont tagué Responsability sur c'est-à-dire que c'est vraiment ancré dans leur stratégie que leurs produits sont éco-responsables. Ça, c'est quand même extrêmement fort. Et c'est sur le pack d'origine, quoi. C'est pas de la communication en plus. Ça veut dire que si je le prouve dans le pack produit et que c'est 100% du pack produit, c'est que je l'ai réfléchi en amont. Et ça, le consommateur, il s'en souvient quand même. C'est pas du greenwashing. C'est absolument pas du greenwashing. Donc c'est la bienveillance client et la bienveillance envers le staff, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi afficher vos valeurs. Ça c'est quelque chose qui apparaît peu, nous, en France. Ça rejoint un peu les histoires de mise en preuve des bénéfices clients, mais c'est aussi, soyez fiers de revendiquer ce que vous êtes. Mais alors, ça aussi, c'est parce que certaines marques n'arrivent pas vraiment à savoir quelles sont leurs valeurs. C'est difficile de bien savoir ce qu'on a à dire de bien le dire si on ne sait pas ce qu'on a à dire. Complètement. Et on va pas jeter la pierre à la majorité des gens parce que c'est difficile de s'arrêter, de se poser et d'écrire toutes les choses. Voilà. Hein, enfin, sans tous plastiques autour, ce serait plus responsable. Ah, c'est sûr que un vrai poissonnier. Le vrai poissonnier à la Criée, en Bretagne. Ça serait top. Hein. On en rêve tous, mais malheureusement, il n'y a pas la solution systématique. Mais oui. Et puis là aussi, c'est les nouvelles attentes conso, c'est le low cost et le zéro gaspille abouti. On dit zéro gaspille abouti, pourquoi? Parce que là, on est en train de parler de vrac, et regardez comment ils traitent le vrac chez Marks & Spencer en Angleterre. C'est absolument pas des distributeurs plus ou moins jolis sur du premier prix ou voilà de céréales ou de pâtes ou de riz. Ils ont décidé de travailler le café en vrac et nous on trouve ça extrêmement pertinent. Et alors vous allez voir après dans la slide suivante jusqu'où ils vont aboutir ce sujet-là. Excusez-nous, on a un petit problème de chargeur, on a obligé de recharger la branche. Mais vous voyez la manière dont c'est professionnellement travaillé. C'est qu'il y a un vrai message enseigne, il y a une vraie explication, on vous explique un pas à pas, vous prenez votre sac, vous etc. C'est pas juste anodin ou tactique, c'est vraiment de la stratégie d'enseigne. Alors ils peuvent aller plus loin, parce que là, pour les dernières bonnes pratiques, et on le voit en France aussi, ce serait évidemment d'avoir des packaging carton, des choses qui sont encore plus éco-responsables dans le mode de fonctionnement. Ils ont choisi un mode de fonctionnement plus pédagogique, plus qualitatif, plus haut de gamme. On peut passer sans doute encore un niveau au-dessus si on arrive à le transformer avec des packs intermédiaires de refill qui sont éco-responsables correctement. Ça existe, il y a des nouvelles solutions. Mais alors là où ils sont extrêmement puissants, c'est qu'ils font même des tests sur le vrac. Ouais, c'est de pouvoir goûter son produit avant de l'emporter. Et ça n'est pas que dans le vrac d'ailleurs, mais plus on peut expérimenter notre produit avant de l'acheter, plus on a de sécurisation, plus on a d'expérience sur place, parce que repensons à quelle est la différence entre un point de vente physique et un point de vente digital. C'est la stimulation des sens. La stimulation des sens, c'est le toucher, ok, c'est la relation humaine, mais c'est aussi les ressentis, odeurs et goûts. Et alors, à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous permet de goûter une boisson chaude du type thé ou café, de le moudre sur place et de sentir ce que ça dégage,
même dans un magasin, une grande surface, ça change fondamentalement l'expérience. Ça a quasiment pas disparu des grandes surfaces aujourd'hui. À part sur les éléments de temps fort de Noël, etc., où peut-être on va avoir un peu de foie gras, parce qu'on a des marques intelligentes qui le font, mais globalement, le test produit, la gourmandise, la dégustation a quasiment disparu. On est vraiment sur du zéro expérience finalement. Et là, c'est rigolo que ce soit le vrac, qui est une nouvelle tendance et une nouvelle manière d'acheter, qui prenne ce sujet du test produit. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Là, et par contre, il y a quand même un deal, hein. C'est qu'il faut avoir la carte fidélité de l'enseigne, en l'occurrence de Marks & Spencer, la glisser dans la machine pour avoir son café gratuit. Mais néanmoins, c'est extrêmement puissant. Je pense que c'est extrêmement recruteur aussi. Et on va répondre aux nouveaux scénarios de vente. C'est quoi ces nouveaux scénarios? C'est ce fait justement de coupler ce digital dans le point de vente. Beaucoup de gens l'ont raté, ne savent pas le faire, n'y arrivent pas. Il y a un retour en arrière qui, dans certains cas, est d'ailleurs plutôt sain, hein, parce que c'est pas tellement écologique de mettre des écrans partout. Mais lorsqu'on commence à mettre des écrans, il faut que ça crée quelque chose de nouveau. Et là, on est où, là? C'est ce que tu veux dire. Oui, je me souviens, un salon de coiffure. C'est un salon de coiffure Amazon. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à Londres, dans Hospital Field Market, qui est un peu le spot émergent du retail à Londres, il y a un Amazon salon de coiffure. Et il est, au-delà d'être digital, il est complètement omnicanal. On va vous en parler, mais et ce qui est important aussi de pourquoi on a mis cet écran-là, c'est My Love for You is in the air. C'est My Love for You. Vous voyez bien, on parle encore de préférence client. C'est pourquoi on a créé ce salon de coiffure Amazon, pour une mise en preuve de l'amour de mon client. On va vous en parler. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que on essaye, on vient pas uniquement pour se faire couper les cheveux et peut-être on va me vendre un produit ou peut-être que je vais tout seul avoir envie d'aller vers un linéaire produit. Non, je rentre dans un salon de coiffure et en zone chaude, en zone d'attente, là où tout le monde se pose avant même d'aller se faire couper les cheveux, il y a des produits. Mais il y a des produits qui sont présentés d'une façon unique. Juste un produit, pas du linéaire comme en grande surface dans lequel je pourrais stocker plein de facings et éventuellement me servir. Non, je peux pas me servir. Mais ces produits sont liés à un écran. Et donc à chaque fois que j'appuie sur le produit, eh bien, j'ai un descriptif du produit. Est-ce que c'est pour mon type de cheveux? Quels sont les usages, etc. Et je peux travailler ça seul ou rapidement en interaction avec un vendeur, parce qu'il y a un vendeur dédié qui fait que ça. Et il fait pas de la coiffure par ailleurs, lui. Il est pas là pour uniquement couper les cheveux et puis il n'ose pas vendre. Non, il est là pour nous conseiller. D'ailleurs, il nous vend pas vraiment le produit, il nous explique comment on peut y accéder nous sur Internet pour l'acheter si on le souhaite. Il peut nous faire la commande, nous l'acheter lui-même, nous le vendre lui-même, mais en fait, il cherche pas à nous vendre tout de suite un produit pour augmenter son panier moyen en plus de sa coupe de cheveux. Il nous explique comment accéder à l'offre et comment choisir soi-même son propre produit, mais sans chercher à nous pousser à une surconsommation. Ce qui est intéressant de voir là quand même, c'est que dans les salons de coiffure Amazon, en l'occurrence, il y a vraiment ces deux salles, deux ambiances. Hein. Vous avez une salle ultra experte avec des super coiffeurs, mais c'est pas très grand, il y a 5-6 sièges, c'est pas énorme. Un petit salon. Évidemment, il faut prendre rendez-vous. On n'avait pas pris rendez-vous, on y allait en visiteur. Et puis vous avez cette deuxième salle qui est vraiment dédiée à l'expérience et à la découverte du monde L'Oréal produit. Enfin, L'Oréal pas que, mais il y avait pas mal de produits L'Oréal quand même. Et donc avec à la fois un écran, vous voyez à gauche, où on peut aider par le vendeur, si vous êtes en galère ou pas, tester vos couleurs, vos coupes, etc. Il est super bien foutu. Et puis la partie produit. Donc ils ont scindé un peu ces deux éléments-là en surdimensionnant la partie découverte de l'offre, et ça, on a trouvé ça super intéressant. Et c'est une vraie réinvention du parcours et de la relation. Autant chez l'électroménager, on rajoute du service au-delà du produit, parce que c'est ce qu'on veut en premier. Là, ici, au-delà du service où on vient se faire couper les cheveux, bien on nous apporte le produit, mais qui n'est pas juste un accessoire en plus, mais bien quelque chose de fondamental au cœur de notre soin et vie du cheveu. Ah, on parle d'Amazon Fresh. Vas-y, tu as adoré. Je vous en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais donc ça, c'est le fameux Amazon Fresh dont on vous parlait. C'est des magasins qui font quoi, 200, 300 mètres carrés, je pense.
en centre-ville plutôt, c'est des petits formats urbains, CSP++ quand même, mais pour l'instant en tout cas, sur ce qu'on a vu. C'est des scénarios extrêmes, effectivement, parce que c'est un nouvel art de vivre qui est extrêmement timing-centrique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous passiez le moins de temps possible en magasin via votre appli. Donc, téléchargez l'appli, vous la scannez sur la borne à l'entrée, vous faites toutes vos courses en autonomie et vous ressortez avec vos courses. Et si vous regardez là-haut au plafond, vous avez une caméra tous les 50 cm en fait, qui crible l'ensemble de vos gestes et de ce que vous prenez en produit et qui va automatiquement calculer votre panier pour qu'à la sortie, vous soyez débité directement via votre compte Amazon, votre compte Amazon, et que voilà, il n'y a aucune interaction avec le personnel. Ce fait dire que sur celle-ci, en tout cas sur ce modèle qu'on a visité là, il y a un pick-up Amazon aussi en plus à gauche avec. Ils auraient pu le faire en casier, mais là ils ont mis une personne quand même à l'entrée. Mais tout le parcours d'achat est ultra facilité. Donc on peut avoir envie de déguster du café, d'aller le week-end chez Marks & Spencer, ou voilà, on a un peu plus de temps. Et puis, en rush, entre deux visios, aller vite faire ses courses chez Amazon Fresh. Tout est intéressant, en fait. Dans chaque modèle a sa vocation. Et alors, moi qui étais très critique là-dessus, parce que j'aime le personnel en magasin, en fait, ils ont le même nombre de personnes en magasin que s'ils avaient des caissières. Sauf que il y a la personne à l'entrée qui vous explique le mode d'emploi et les personnes sont vraiment dédiées au refill dans la journée et au fait que vous soyez jamais en rupture. Et donc peut-être que le consommateur il a plus envie jusqu'à l'heure de fermeture de trouver des produits en rayon tout le temps plutôt que passer du temps avec une caissière. Finalement, qu'est-ce qu'il recherche en priorité? On le verra si le succès de ce magasin continue. Mais c'est peut-être le sens des choses, c'est-à-dire repositionner l'humain là où on en a besoin, à l'accueil, aujourd'hui, en rentrant pour nous expliquer le mode d'emploi, pour se sentir juste accueilli, avoir une relation. Puis ensuite, dans le refill, pour être en zéro rupture non-stop toute la journée sur les produits dont on a besoin. Et puis c'est tout. La partie encaissement, finalement, c'est pas le moment où on a besoin d'un être humain. Et c'est surtout de se dire que c'est un nouveau modèle vraiment. Quand on passe à des maillages territoriaux ou des clusterings dans nos vocations de magasins, en avoir des cours, des rapides timing centriques comme ça au centre des villes, c'est quand même quelle idée. Ils sont quand même extraordinaires. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est aussi des postures qui s'adaptent à nos clients. Ouais. La posture, là, elle m'a épaté. Moi, j'étais vraiment épaté parce que je ne vais plus chez mon banquier depuis très longtemps. C'est mal. Là, oui, c'est mal. Enfin, excusez-moi, j'ai l'impression qu'ils servent à rien. Et que je dois aller me prosterner jusqu'à eux pour leur demander un service, pour qu'ils me vendent quelque chose. Bon. Là, c'est l'inverse. Vous rentrez dans cette banque qui ressemble à un magasin de téléphonie, en fait, tout simplement. Quelqu'un vous accueille, vous vous assied dans un petit fauteuil et puis en fonction du besoin, eh bien, il va chercher son bureau mobile, c'est-à-dire sa table avec des roulettes, son siège, et il vient s'asseoir à côté de vous et son ordinateur et il s'occupe de votre problème. C'est-à-dire que c'est lui qui vient se mettre à votre côté pour vous écouter, pour traiter votre besoin. C'est pas vous qui faites la queue, qui attendez d'avoir l'autorisation de rentrer dans le bureau de votre formidable banquier qui va vous vendre quelque chose. Donc, c'est quand même le rôle inversé. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'énervement. Oui, il y a un petit peu d'énervement. Non, mais le sujet est fondamental. Au-delà de la blague. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, France Télécom a arrêté de faire ça. Vous savez, France Télécom, il y a plus de 20 ans, prenez rendez-vous, vous asseyez dans la salle d'attente et puis il y avait un vendeur de France Télécom qui vous attendait à son bureau pour vous vendre un abonnement téléphonique, un Minitel ou autre chose. Bon. Ensuite, ils ont transformé tout ça pour devenir des retailers où le vendeur est debout, il vient vers vous et il s'occupe de vous. Et dans les banques, c'est toujours pas le cas. Eh bien, là, on a trouvé une banque où enfin la posture, elle vient voir vers le client, parce que sinon, il n'a pas besoin de venir dans une banque physique. Et ils se demandent, ce qui est étonnant, c'est que les agences bancaires, enfin les banques globalement, se demandent pourquoi les clients ne viennent plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été questionnés des clients sur la problématique. Là, ils ont résolu. C'est clairement les Anglais sur le sujet bancaire. C'est pas la première agence qu'on a vue, c'est pas la première banque qu'on a visitée. Ils sont tous passés sur ce schéma-là, et aux États-Unis aussi d'ailleurs. Capital One, etc. Ils sont aussi déjà tous passés sur ce sujet-là on casse les barrières et on devient aidant pour nos clients, on devient support et pas
et pas de distributeur ou push d'offres commerciales. C'est aussi un accueil décomplexé, ça c'est intéressant justement de parler des télécoms, là c'est l'opérateur numéro 1 en Angleterre. Et on voit, le client il arrive, il est sur son heure de table, il vient avec son sac de craft de ses courses du midi, et il se pose et on s'en fout en fait. C'est venez comme vous êtes, mais réellement. Il y a cette espèce de tolérance aussi, voire l'acceptabilité en fait du client dans ce qu'il est. C'est très important ça. Et comme la téléphonie, c'est au cœur de nos vies, parce que maintenant on ne vit plus sans ces téléphones et sans ces modes de communication, eh bien ces boutiques sont gigantesques. Ce sont plus des petits espaces comme des petites boutiques Bouygues Télécom ou SFR pour vendre un produit dans un centre commercial. Ce sont des très grands magasins qui font plusieurs centaines de mètres carrés dans lesquels on se pose finalement pour créer cet usage autour de cette téléphonie. On peut venir se plugger, faire d'autres choses, travailler, et on aura des conseillers qui vont être là pour nous aider à vivre notre média téléphone qui est au bout de notre main tout le temps. Donc, voilà, on change ce mode d'accueil, on va vers l'idée des Apple Store, mais en plus fluide, parce qu'on n'est pas là pour une transaction importante et forte avec une marque. On est là pour un usage au sens large. C'est vrai qu'Apple a été hyper précurseur de ce sujet-là. Et ce que vous voyez au fond là de cette agence télécom, c'est qu'il y a aussi une petite maison éclairée. Ils en voyaient une là, mais il y en a plusieurs. Et ça, c'est des bureaux d'intimité, posture plus d'intimité avec le client, si besoin était. C'est-à-dire que je pense qu'au moment des contrats, on doit donner ses codes, ses références personnelles, etc. La transaction se fait dans ces endroits-là. Mais vous voyez même comment c'est sympa, comment c'est devenu vraiment ultra convivial et à la hauteur de la relation souhaitée. Je crois qu'il faut qu'on accélère pour le timing. La fin du parcours de vente cloisonné ? Ouais, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que de nouveau, encore une fois, dans nos points de vente, eh bien, la caisse n'est plus une caisse à la fin. C'est fini la caisse, c'est fini. C'est un endroit où on fait la transaction, mais ça peut être un autre endroit du parcours. C'est pas juste à la fin. On peut avoir une zone froide, tranquille, où on fait notre acte d'achat. Ici, c'est un magasin de vin. C'est pas du tout près de l'entrée et sortie qu'on a le lieu d'encaissement. C'est une zone dédiée à part où on se pose, on fait sa transaction et ensuite on s'en va. Ce qui est intéressant, c'est de voir surtout les codes. C'est une table. C'est une table sur laquelle on fait l'encaissement. C'est aussi la même table sur laquelle on fait les dégustations, on prépare le produit, les paquets cadeaux, etc. Voilà. C'est le lieu de vie, un peu le lieu de contact avec le client, où aussi on fait sa transaction. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne remet pas de barrière. C'est aussi s'aligner sur des codes moins statutaires. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais c'est vachement important. Ouais, des codes historiques qui tombent un petit peu, Marks & Spencer. Bon voilà. Après, les nouveaux concepts en France ont commencé à le faire un peu, mais redonner du bois, redonner du métal, enlever le parquet blanc, le carrelage blanc, redonner des couleurs un peu plus sympathiques et plus agréables, plus revenir vers du traditional trade, mais modernisé, standardisé. Les caisses en bois, elles sont quand même redoutables et c'est génial. Tout ça pour annoncer du premier prix. En France, nous, on aurait mis des cagettes en plastique vert immonde. Probablement, voilà. Pareil sur ces lieux qui sont des food courts au centre de points de vente, parce qu'il y a tout plein de boutiques autour et de bureaux. Ramener tous ces éléments qui sont du type réemploi de mobilier, on n'est pas uniquement sur du standardisé. Certes, c'est un peu de la tendance, mais il faut travailler autour de ces tendances et créer des lieux de vie dans les lieux de commerce pour justement recréer de la relation. Et qu'est-ce que cette tendance du multi-style, peut-être récup, etc., dit des attentes des consos ? Parce qu'en fait, c'est ça, si c'est un débit de nouveau pour du design, il faut comprendre ce qu'attend le conso. Le conso, il attend cette cassure de barrière. Il attend qu'on le comprenne. Donc il attend qu'on lui montre les choses, qu'on lui propose des lieux qu'il peut aimer. Voilà. Donc pourquoi on fait ce genre de design-là ? C'est pour être en lien avec les nouvelles attentes du conso, qui sont on casse les barrières, on est plus cool, on est plus soft, on est moins dans la statutaire et on s'adapte à maison vie. Et c'est aussi comme à la maison, là on est chez Whole Food. Whole Food, qui justement déstandardise son mobilier, remet des éléments de fabrication produit
et de liens en produits qui sont au cœur du point de vente et qui sont plus accessibles et plus proches des codes de ce qui se passe dans un appartement ou dans une maison de son consommateur. Super intéressant. Donc, je reviens de nouveau avec mon histoire de petit commerçant indépendant. J'ai l'impression d'être dans un petit commerçant indépendant alors que je suis dans une immense chaîne qui appartient à Amazon. C'est même un petit commerçant indépendant du Maghreb, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on fait la cuisine, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ils font la cuisine en convenience. On vient chercher cette soupe en to go, là, et il y a les marmites qui chauffent. Enfin, c'est ultra sympa. On peut avoir un petit café derrière. Et tout ça, c'est dans le Whole Food de Londres. Donc, il y a un vrai sujet on vous en parlera. On commence à décrypter un peu avec Seb l'histoire du meilleur des deux mondes d'avant et d'aujourd'hui, mais sur les nouvelles règles et les nouvelles postures qu'on peut avoir. Donc, c'est aussi proposer des lieux, au-delà de la transaction, des lieux de vie. Et là, on repart sur Mme Nohan, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui à la fois propose de la vente, de l'atelier réparation, y compris de l'atelier réparation où les clients peuvent réparer eux-mêmes, voire réparer entre eux. Enfin, c'est génial. Et on peut venir y passer du temps sans jamais consommer. Mais justement, comme on draine un flux de gens qui ne se sentent pas obligés de consommer, ils consomment. En fait, c'est ça qui est amusant. Et bon, on a encore du chemin à faire dans ce domaine-là, parce qu'on est sur de la renta au mètre carré, et la renta au mètre carré, là-dedans, elle n'est pas évidente au premier abord. Et là, on est très loin de la Fnac DL, on est d'accord. Ouais, c'est le plus grand magasin de disques de Londres, et encore une fois, on laisse aux vendeurs la possibilité de faire leur déco eux-mêmes, de rajouter des petites choses, de rajouter des éléments de communication sur les groupes sur lesquels ils ont craqué. Ils rajoutent des petits stickers à droite à gauche, des autocollants. En fait, on redécentralise, on redéformalise, on redéformate, c'est ça, des concepts. Alors, ça peut être un concept hyper structuré, hyper étudié, dans lequel cette latitude, elle est prévue. Elle est prévue, elle est vivante. C'est comme si on prenait un concept de pharmacie dans lequel on a prévu une zone pour les petites annonces locales. Parce que si on ne le prévoit pas, de toute façon, elles vont se recoller, les petites annonces locales un peu partout. Mais ça ne va pas être maîtrisé et ça va être cracra. Alors qu'on sait que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie du commerce de proximité. Complètement. Il faut une part d'adaptation locale, voire de création locale, mais qui doit être effectivement anticipée en stratégie, en amont. Donc, comment on met en preuve son amour du client, finalement, c'est ça le vrai sujet. Ouais, oui. Comment on met en preuve son amour du client? Il faut qu'il existe cet amour. Déjà, faut que dans la stratégie, on aime son client. C'est pas bête. Voilà. On peut quand même se poser cette question. Est-ce que déjà dans notre stratégie de marque, on l'aime notre client ou on l'aime pas? Voilà. Est-ce qu'on l'écoute? Voilà. Est-ce qu'on l'écoute pour de vrai ou est-ce qu'on écoute une agence, une société d'études consommateurs à qui on a dit quel résultat on voulait entendre? Bon. Ça peut aussi exister, j'exagère un peu le truc, mais bon, voilà, parfois. Mais vraiment, il faut aller chercher cet amour, il faut savoir s'il existe, et ensuite, comment on va le mettre en preuve. Donc c'est le gros sujet, en fait, vous l'aurez compris, de notre conf, et on espère demain de vos questionnements pour aller vers plus de préférences adressées à vos clients. Donc le magasin d'aujourd'hui et le magasin de demain, et chez vous, comment vous pourriez faire cette espèce de bascule pour mettre en preuve vos signes de préférence et d'attention client et créer durablement cette relation. Enfin, c'est ce qu'on vous engage à faire, nous, en tout cas, aujourd'hui, parce que c'est le moment de le faire en France, parce qu'il y en a peu qui le font et que vous pouvez émerger si vous prenez le sujet à bras-le-corps. Et on est là pour vous aider accessoirement, même si c'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. On avait plutôt envie de partager entre vous et de créer cette communauté d'experts, justement. Et ça peut être une enseigne, ça peut être une marque aussi qui, lorsqu'elle s'exprime dans les enseignes qui la distribuent, peut créer cette relation d'amour, justement, et faire du bien à l'enseigne haute, parce que l'enseigne haute peut être un généraliste qui a du mal à avoir une preuve d'amour forte, mais justement, comme elle accueille des marques qui, elles, créent cette relation, eh bien, c'est cette relation qui peut faire venir des clients, qui peut les fidéliser et les aider à remplir leur panier sur le reste. Mais justement, il faut peut-être parfois valoriser une marque qui apporte quelque chose de très différenciant à ses consommateurs parce que, justement, elle fait du bien à ma relation globale d'enseigne. Voilà, on arrive à la fin de notre conférence, on est presque dans les temps. Ouais, 4 minutes, c'est pas mal. On est pas mal. Et on vous remercie d'avoir tous assisté
à ce moment de partage. Et puis, on espère que ça vous aura ouvert quelques petits chakras ou donné envie de continuer sur certains sujets au niveau de votre job. Et puis, normalement, on en refera une conférence au printemps. On vous donnera les liens pour pouvoir y participer. Le live est enregistré normalement. Donc, si vous nous envoyez un petit mot, on vous dira comment y accéder. Parce qu'on ne peut pas vous le dire, nous, par oral tout de suite, parce qu'on n'est pas très, très techno. Mais on a une équipe avec des gens qui sont très forts pour ça et qui vous mettront le lien en ligne. Merci à tous. Passez une bonne journée, bon business, bon courage, bon vendredi. Bon courage aussi. Voilà. C'est bientôt le week-end. Merci à tous ceux qui mettent des petits mots. Lucille, Sophie, Nicolas, bonjour Nora, Damien, bonjour Amélie. Voilà, c'est chouette, ça fait plaisir de voir des petits mots de certains qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi. Et ça, voilà, c'est chouette. C'est une belle communauté en tout cas, on est très, très contents de ça. Au revoir tout.